Alors nous reprenons donc sur la question des moyens d'accélérer l'ODD 17. Nous venons de voir l'ambition 2030 portée par le réseau des catalyseurs territoriaux qui est de contribuer activement à la co-construction des projets de territoire portés et impulsés par les collectivités territoriales dans le cadre de leur mandat 2020-2026. Que ce soit des projets qui étaient directement impulsés par la collectivité ou que ce soit dans le cadre de grands programmes nationaux tels que les contrats de relance et transition écologique, les catalyseurs territoriaux sont les alliés naturels des élus et de leurs agents. Et bien évidemment, ils contribuent à construire avec eux des solutions au plus près des besoins et des fragilités locales. Nous avons l'habitude de dire que finalement, les catalyseurs territoriaux contribuent à la fois à l'écologie et l'économie de l'Alliance au service de l'intérêt général. Et rappelons-le, que le territoire est l'intérêt général à portée de main, donc en capacité à mobiliser l'ensemble des acteurs. Alors, nous allons voir au cours de cette séance, finalement, quels en sont les 3 leviers stratégiques pour y parvenir, puisque cela a été rappelé par Valérie Dumonté et par Delphine van der Voorde. Finalement, il y a une envie des élus locaux de s'engager. 60% des collectivités, des élus locaux souhaitent pouvoir mettre en œuvre, mais la question, c'est avec qui et comment. Alors, 3 leviers sont indispensables pour pouvoir le réaliser. Bien évidemment, la mobilisation des compétences. Et pour ça, cette mobilisation des compétences, l'importance d'une capitalisation partagée. Le financement de l'ingénierie, nous verrons qu'il est aussi un peu le nerf de la guerre. Et puis, bien évidemment, ces nouveaux espaces de dialogue entre mondes différents, riches de différences, qui peuvent finalement dialoguer ensemble et construire ensemble ce qu'aucun ne peut faire seul. Alors, nous vous proposons pour cette séquence un format un peu inédit, puisque ça sera un dialogue entre Élodie Julien, secrétaire générale du réseau des catalyseurs territoriaux, et puis 3 invités de marque et de talent, et j'allais dire 3 partenaires de longue date de ces travaux et des catalyseurs territoriaux. Diane de Maréchal, responsable des enjeux territoriaux de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts. Bonjour Diane. Bonjour. Jean-Paul Delevoye, président de la Fondation des territoires. Et Jacques-Emmanuel Saunier, délégué général de la Fondation Total Énergie, cofondatrice du fonds ODD 17. Bonjour. Et j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde en tant que président fondateur du Rameau. Alors, souvenons-nous, l'année dernière, lors de la 7e rencontre des pionniers des alliances en territoire, le thème était, comme ça a été rappelé ce matin, l'économie de l'alliance. Et nous avons mis en lumière la capacité et la force d'engagement de chacun, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les fondations, les acteurs académiques et bien évidemment les initiatives citoyennes. Et le politologue Stéphane Rosès était venu nous expliquer pourquoi il était particulièrement difficile de passer de cette réalité territoriale et locale, déjà extrêmement présente en France, comme le montre l'étude d'impact de l'Observatoire des partenariats, à un récit partagé au niveau national. Et finalement, il était intéressant d'en comprendre les freins et les difficultés. Et de son côté, le préfet Jérôme Guton, délégué au CRTE auprès de l'ANCT, nous avait rappelé que les alliances avaient été l'impensé des politiques publiques durant 30 ans et qu'il n'était pas si facile que ça de finalement rattraper une démarche, inventer finalement une nouvelle démarche qui n'était pas dans le scope et dans notre tradition habituelle. Alors, face à ce double enjeu, nous avions déjà autour de la table, non pas les 3 mêmes personnes, mais les 3 mêmes institutions, et nous en sommes ravis, puisque l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts s'était engagé à l'époque à valoriser l'étude d'impact de l'ODD 17, et on se souvient de Marianne Faucheux disant l'importance pour les territoires de disposer de données réellement fiables sur ces sujets-là. Le fonds ODD 17 était engagé à évaluer son investissement dans l'ingénierie d'alliance et la Fondation des territoires a coélaboré une charte du Faire Alliance en attendant l'adoption de la proposition de loi sur l'expérimentation du droit d'alliance d'intérêt général. Alors, finalement, 1 an après,
où en sommes-nous? Les besoins des territoires sont-ils les mêmes? Les engagements ont-ils été tenus? C'est ce que nous allons partager ensemble. Mais avant de laisser le réseau s'exprimer sur les besoins et puis nos intervenants sur leurs bonnes nouvelles des territoires, vous savez que nous insistons sur cette question des bonnes nouvelles des territoires, j'aimerais vous rappeler les résultats de la mission ministérielle sur l'accélération des alliances stratégiques en France, au plus près des territoires, dont le bilan a été remis après 2 ans et demi de travail en commun. Et je remercie représentante de la JEVA aujourd'hui, de pouvoir mettre en œuvre une véritable feuille de route partagée, stratégie collective, pour pouvoir faire alliance. Et le plaisir que nous avons eu à remettre à la ministre, finalement, les résultats de ces 21 mesures. Et de rappeler que sur ces 21 mesures, 19 mesures avaient atteint leur objectif, dont 12 avaient dépassé les objectifs qui avaient été initialement fixés ensemble, et 2 n'ont été que partiellement réalisés. Il s'agit du droit d'alliance, puisqu'il a été déposé en tant que proposition de loi au Parlement, mais que l'agenda ministériel n'a pas parlementaire n'a pas permis de pouvoir le mettre en débat au Parlement. Nous espérons que ça sera l'occasion dans cette nouvelle mandature, bien sûr. Et puis celle aussi plus politique de mettre à l'agenda institutionnel la question du faire alliance, de cette ODD 17. Alors certains diraient, je pense notamment à l'excellent rapport de la députée Florence Provandier sur les ODD, qu'il faudrait déjà que les ODD soient mises à l'agenda institutionnel pour que le 17e d'entre eux, le faire alliance, puisse l'être. Mais nous ne doutons pas, là encore, que dans l'esprit de co-construction qui ne manquera pas d'animer le nouveau gouvernement et le nouveau Parlement, eh bien, cette question d'un cadre commun, d'une grammaire qui dépasse même notre pays, est sans doute un élément déterminant. Et en tant que copilote de cette mission ministérielle, puis de cette feuille de route ministérielle, je tiens à remercier vraiment celles et ceux qui ont contribué à ces résultats, parce que, bien évidemment, c'est la mobilisation de plus d'une centaine de réseaux publics et privés, c'est la qualité et l'engagement de l'administration qui était en charge de cette feuille de route qui a permis d'avoir ces résultats. Mais aujourd'hui, projetons-nous dans l'avenir et appuyons-nous sur des faits et des actes tels que l'étude d'impact ODD 17 nous y invite. Alors, comme je le disais, c'est un format un peu original puisque nous allons mettre en débat le premier kilomètre des besoins, incarné par une femme et non des moindres, puisqu'il s'agit d'Édolith Julien, et le dernier kilomètre des solutions, incarné par 3 d'entre elles, dont nous savons qu'elles sont au cœur des capacités de pouvoir faire alliance et surtout de pouvoir faire de l'interterritorial, tel que c'était souligné dans la table ronde précédente. Alors commençons notre cheminement par la connaissance et les compétences, puisque bien évidemment, sans connaissance et compétences, on ne peut pas agir ensemble, on ne peut pas se faire confiance. Élodie Julien, à l'occasion de la 7e rencontre des catalyseurs territoriaux, vous aviez lancé la plateforme de capitalisation l'ODD17.org et partagé les premiers résultats de l'étude d'impact réalisée par l'Observatoire des partenariats. Alors, en tant que secrétaire général de ce réseau, pourquoi finalement la capitalisation des données, des outils et des compétences, finalement ce back-office commun, cette capacité à mettre à disposition l'ensemble, est-il si important pour les acteurs de terrain ? Eh bien, tout simplement parce que ces acteurs de terrain ont besoin d'enrichir leurs propres pratiques pour pouvoir le mieux possible accompagner les organisations locales ou les habitants qui souhaitent se lancer dans des démarches collectives. Aujourd'hui, en fait, le contexte actuel, il est tellement changeant et évolutif que ces acteurs de terrain n'ont pas le temps et n'ont pas envie, c'est ce que disait Fanny tout à l'heure, de repartir de zéro, mais au contraire de s'appuyer sur des ressources qui existent. Ça peut être de pouvoir mieux appréhender les pratiques territoriales au travers de données fiables, de pouvoir bénéficier d'outils ou de méthodologies qui ont été déjà éprouvés et qui vont permettre d'enrichir ce qu'ils font au quotidien, mais c'est aussi de pouvoir dialoguer avec des réseaux de compétences qui sont diverses et auxquels ils n'ont pas forcément accès habituellement. Donc cette existence est vraiment une richesse qu'il faut pouvoir mettre à disposition de tous ces acteurs de l'ingénierie et plus particulièrement de ceux qui se trouvent dans ce qu'on appelle des petits moyens territoires, c'est-à-dire des territoires entre 2000 et 20 000 habitants qui sont peu ou pas assez suffisamment dotés en ingénierie. Donc il y a un enjeu vraiment de mettre à disposition toute cette richesse qui existe, de la faire connaître
pour faciliter la tâche finalement de ces acteurs de terrain. Et juste pour terminer, ce qu'on va vivre cet après-midi donc dans le cadre des ateliers, c'est vraiment va être très intéressant puisqu'on va pouvoir justement expérimenter des solutions qui existent, hein, et puis de pouvoir expérimenter un parcours dont l'objectif, ça va être vraiment de pouvoir faciliter la tâche de ces acteurs de terrain qui agissent au quotidien et qui ont vraiment besoin de s'appuyer sur des ressources qui existent sans tout réinventer chaque fois. Merci. Alors, je me tourne vers vous, Diane de Maréchal. L'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts est partenaire de l'Observatoire des partenariats et nous venons de voir finalement la valeur du temps et l'envie. Et nous nous sommes donné finalement 5 ans pour pouvoir défricher cette première étude d'impact de l'ODD 17 à l'échelle de notre pays. 21 études statistiques, plus de 1000 études de cas décortiquées, 7 temps de mise en débat des citoyens aux acteurs académiques, on en reparlera. Mais finalement, en quoi c'est 5 ans de travail un peu acharné, je dois le dire. Je crois qu'Yann Euliac est en la salle. Il est en haut et il est encore vivant après 5 ans. C'est donc quand même qu'on peut se prendre le temps et l'envie de faire un travail sur le long cours. Mais en quoi ces données de l'étude d'impact permettent-elles aujourd'hui de répondre à la fois aux besoins des territoires et peut-être et surtout aussi à la co-construction des politiques publiques ? Bonjour. Merci, je suis très heureuse d'être là parmi vous. Alors, je représente à la fois effectivement l'Institut pour la recherche, mais aussi la Caisse des dépôts, qui est un partenaire du Rameau depuis plusieurs années. Et puis, pour expliquer un peu notre positionnement, enfin, nous, les sujets de co-construction, enfin, je parle de la Caisse des dépôts avant de vous dire exactement ce sur quoi j'interviens sur la recherche. C'est un positionnement qui nous est cher, puisqu'on a parlé de tiers de confiance, de catalyseur. On s'y retrouve un petit peu. Hein, la Caisse des dépôts, on agit pour l'intérêt général. Alors, on finance, on accompagne, on fait de l'ingénierie, on accompagne les collectivités locales. Donc, c'est un positionnement qui nous est cher et qu'on souhaite pouvoir développer dans l'avenir, parce qu'on n'a pas l'ambition de pouvoir tout porter sur les territoires, mais d'avoir ce petit rôle. Et depuis toujours, voilà, on accompagne ce type de démarche, vraiment de co-construction et puis de territoire, puisque ce sont nos modalités d'action. On intervient sur les territoires pour accompagner les projets. Alors après, moi, d'où je parle effectivement aujourd'hui et le sujet qui nous réunit là sur cette table ronde de débat, c'est l'Institut pour la recherche. Donc, à l'intérieur de cette grande maison qui est la Caisse des dépôts, on a un tout petit service qui permet de soutenir des projets de recherche sur l'ensemble de nos axes d'intervention. Donc la Caisse des dépôts, si vous connaissez un peu, on intervient à la fois sur la mobilité, la transition écologique, l'habitat, enfin voilà, sur l'économie sociale et solidaire, enfin surtout tous les sujets, on va dire, qui touchent un peu à l'économie et puis à la vie des citoyens. Et on a ce service-là qui existe depuis toujours parce que la recherche, ça nous semble être vraiment un élément primordial pour pouvoir faire avancer les choses. Et donc, dans ces éléments-là, effectivement, il y a la production d'analyses et de connaissances, et c'est pour ça qu'on a soutenu l'Observatoire des partenariats dès le départ. On soutient d'autres observatoires, je pourrais vous en parler un petit peu par la suite, parce que cette production de connaissances, de savoir un petit peu, de connaître un peu la réalité des choses, et cet Observatoire des partenariats, il vise à faire ce travail-là. Donc, c'est ce que disait Charles Benoît, il y a les derniers 5 ans, mais il y a eu d'autres études avant de l'Observatoire des partenariats. C'est assez ancien. Il y en a eu une première sur l'état des lieux des alliances en territoire. Ensuite, on a eu une phase sur les fragilités territoriales. Et puis, cette phase sur l'étude d'impact qui vise à mesurer l'ampleur du mouvement de co-construction en France. Et effectivement, vous parlez de co-construction des politiques publiques, je pense que c'est très important de pouvoir évaluer un peu cette réalité de la co-construction en France, parce que, on l'a vu un peu ce matin aussi, on a une telle diversité de dispositifs et d'initiatives qui existent sur les territoires qu'il est parfois difficile de mesurer un peu l'ampleur. Alors, je fais un petit peu de teasing sur notre cahier de recherche qu'on a lancé ensemble, qu'on a réalisé ensemble, puisque maintenant il est réalisé. Donc, je pense que vous pouvez le trouver à la fois sur le site de l'Observatoire des partenariats, mais aussi sur notre site de l'Institut, et qui s'appelle ODD 17, les impacts du Faire Alliance en France. Et il y a plusieurs enseignements qu'on retrouve. Alors,
on en a beaucoup entendu parler ce matin, donc je vais peut-être me répéter un petit peu, mais je trouve que c'est important de le redire parce que derrière, ça permet de savoir et de voir qu'il y a des connaissances sur ces sujets. Donc l'envie de faire alliance, on l'a redit plein de fois ce matin, mais c'est vrai que c'est important quand même de voir cette évolution sur l'envie de faire alliance avec la diversité des acteurs qui sont en capacité de se mobiliser sur de l'alliance. Nous, on le voit beaucoup à la Caisse des dépôts. Je représente ici aussi la Banque des territoires, qui est la partie, on va dire, sur les territoires qui accompagne les collectivités et les acteurs. Et notamment avec la crise sanitaire, le plan de relance, tous les programmes territoriaux qui sont lancés, qui existent déjà depuis longtemps, mais Action Cœur de Ville, Territoire d'Industrie, on a parlé de Petite Ville de demain, on l'a évoqué tout à l'heure aussi. On est dans des projets territoriaux qui se construisent avec des acteurs. C'est pas en tout cas, c'est l'ambition. C'est pas de plaquer quelque chose qui vient d'en haut. Il y a quand même cette dynamique-là qui existe. Il y a la diversité des pratiques, mais ça, on l'a vu aussi ce matin. Mais c'est effectivement important de le rappeler et de montrer que c'est une richesse et que c'est pas un frein. Et puis que l'innovation, c'est une approche territoriale et que les territoires sont des lieux d'innovation. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important parce que pour la co-construction des politiques publiques, on voit qu'on est dans une phase compliquée entre le national, on dit qu'on est dans une nouvelle phase de la décentralisation. Pour l'instant, c'est des histoires de politique, mais en tout cas, ça se met en place petit à petit, mais de montrer que ces territoires, ils sont créateurs de richesses et qu'il faut les accompagner. Donc ces données, elles montrent que les alliances existent. Il convient de les qualifier, de les reconnaître. Je vais parler un petit peu après de la valeur aussi. Je ne sais plus qui en parlait ce matin, mais effectivement de l'importance de la valeur et puis Madame aussi effectivement de l'évaluation et de l'importance de l'évaluation de ces sujets-là. Moi je pense que le rôle de la recherche, il est absolument nécessaire. Et juste un dernier petit teasing sur ce sujet de l'Observatoire des partenariats. On aura un colloque de présentation des résultats, donc des conclusions définitives de cette étude qui aura lieu le 3 novembre à la Caisse des dépôts. Voilà, donc je vous invite à y participer. Merci beaucoup, Diane. Alors, vous l'avez dit, l'importance de la connaissance, et puis on peut citer parmi tous les observatoires que vous faites aussi l'Observatoire des impacts de la crise avec nos amis du CNAM, tout à fait passionnant. Alors, finalement, pourquoi mobiliser les acteurs de la recherche parce qu'on peut se dire, on a l'observatoire et puis finalement on met tout ça à disposition et ça fait le 2e séminaire de recherche annuel qu'on a organisé cette année. Pourquoi est-ce qu'il vous semble important d'aller aussi partager, mettre en débat, écouter, dialoguer avec les acteurs de la recherche sur cette question des coopérations et des alliances? Oui, alors effectivement, on a organisé 2 séminaires. Donc le premier en 2021 qui rassemblait des chercheurs. Donc on avait une diversité de représentants d'universités, d'écoles qui étaient présents pour parler de la prise en compte des sujets de co-construction dans les recherches académiques. Donc là, c'était un premier temps. Et on a eu un deuxième temps. Donc on a voulu continuer. Et on a créé une espèce de communauté en fait, de chercheurs autour de ces sujets-là sur la place des acteurs académiques dans la co-construction. Et je pense que c'est un sujet qui est essentiel. Alors il y a plusieurs initiatives ce matin qui ont présenté en tout cas que dans leur projet de co-construction, il y avait de la recherche, il y avait des thésards, où il y avait effectivement des instituts de recherche ou des académiques qui intervenaient à un moment donné. Mais c'est vrai que souvent, c'est un peu un acteur oublié de ces dynamiques. Et on le voit parce que c'est un monde quand même assez à part. Moi, je vois en interne aussi à la Caisse des dépôts de pouvoir s'appuyer sur des travaux de recherche, de pouvoir les restituer et puis s'en emparer, ça peut être complexe. Et effectivement, dans ces différents ateliers, on a essayé d'identifier, de regarder quels pouvaient être les freins, mais aussi les apports, et notamment dans les freins qu'on a pu identifier, le premier, c'est l'échelle de temps qui n'est pas la même. On est dans des échelles de temps qui sont complètement différentes. Nous, quand on soutient des projets de recherche, à minima, c'est 18 mois, 2 ans. On n'est pas c'est pas de l'ingénierie, c'est pas de l'ingénierie dans le sens où on a un cabinet qui va accompagner sur une modalité très précise. On est sur du temps long, qui est du temps de la recherche. Donc parfois ça ne rentre pas tout à fait en cohérence avec le temps économique, on va dire. Les liens avec les acteurs territoriaux, ils ne sont pas toujours naturels non plus, parce que ce sont des mondes qui se
connectent pas forcément facilement. Les communications, mais c'est aussi parce que les travaux de recherche, quand ils sont communiqués, ils font l'objet de communications qui sont avec on parlait d'être polyglotte, avec une langue qui est celle de la recherche. Pour moi, pour travailler avec beaucoup de chercheurs, le fait de parler avec eux et de lire leurs écrits, on a deux mondes. Enfin, c'est vraiment une façon différente d'aborder les choses. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir dépasser malgré tout. Et puis, on a une méconnaissance mutuelle. On ne sait pas forcément quels sont les organismes de recherche, même territoriaux, parce que quand je parle d'académiques, ce sont aussi toutes ces universités ou ces écoles, elles sont très ancrées territorialement. Mais en tout cas, il y a une méconnaissance et puis aussi... parfois, une peur, une incrédibilité des résultats. Bon. Et pourtant, la recherche, elle permet de nombreux bénéfices. Enfin, moi, je pense pour les alliances, puis peut-être que certains qui en ont bénéficié pourraient en témoigner. Ça permet d'avoir une prise de hauteur, d'une analyse scientifique également, de l'observation, mais pas que, de vraiment analyser scientifiquement. Quand on parle de co-construction, nous, on soutient quelques projets là-dessus. On se rend, de pouvoir identifier quelles sont les dynamiques sans parti pris. Ça, c'est aussi une posture qui n'est pas tout à fait la même que d'autres acteurs. Et notamment, on n'est pas dans le cas d'un consultant avec un client. Bien sûr, le chercheur, il a son intérêt particulier, qui est celui de sa propre recherche. Il a des objectifs. Mais on n'est pas dans cette posture-là. Donc, le temps long, il se justifie aussi... quelque part, et c'est un apport de connaissances, je pense, indéniable. Et puis, certains l'ont évoqué aussi ce matin, c'est aussi une identification de signaux faibles. Cette capacité, en fait, à se projeter et à identifier des problématiques. Nous, les chercheurs, on les utilise aussi beaucoup pour ça. Donc, on est beaucoup en avance de phase sur certains sujets parce qu'eux, ils prennent ce temps de regarder les choses différemment. Donc, je vais donner quelques exemples très rapidement sur des éléments que je trouve intéressants et qui sont bénéfiques dans la co-construction. Nous, on a mené, donc ça fait déjà quelques années, ça fait plus de 2 ans maintenant, on est en train de le terminer, mais un cycle sur l'adaptation au changement climatique. Et en fait, à chaque session, aux côtés des collectivités locales, des acteurs... une diversité d'acteurs qui mettaient en place des initiatives sur une diversité de sujets. À chaque fois, on avait des intervenants académiques qui étaient là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils pouvaient traiter de sujets que les acteurs locaux, ou en tout cas les acteurs opérationnels ne pouvaient pas s'emparer facilement et que les discours passaient beaucoup mieux. Donc, par exemple, sur la forêt, on a fait intervenir un chercheur sur les bénéfices de l'agroécologie. Sur la montagne, on a fait intervenir des chercheurs également pour conscientiser en fait les projections d'enneigement, montrer concrètement, scientifiquement, qu'est-ce que ça va apporter, comment ces territoires vont vivre avec le manque de neige et ce à quoi ils vont être confrontés. Sur l'eau aussi, avec les analyses des jeux de pouvoir sur les territoires. Donc là, une approche très sociologique pour montrer que c'est pas qu'une question de technique, de savoir comment on va utiliser l'eau, l'économiser, etc., mais qu'il y a aussi des gros enjeux de pouvoir autour de ces sujets. Sur la chaleur en ville, on a fait intervenir des chercheurs sur les technologies low-tech. Voilà. On parlait effectivement de l'observatoire. J'étais hier à une réunion, on est en train de créer un observatoire de la montagne, du changement climatique en montagne, avec la station de Courchevel, parce que ils ont envie de s'intégrer, en tout cas de se positionner là-dessus. Et on avait autour de la table, parce qu'on a fait ça avec des chercheurs, la diversité de l'ensemble des parties prenantes de ce territoire qui n'aurait pas du tout pu être rassemblée si on n'avait pas eu justement cette ambition, en tout cas cette initiative faite par un chercheur. On avait à la fois l'État, mais aussi les collectivités locales, mais aussi des opérateurs privés. On avait Rossignol qui nous a parlé des skis. On avait aussi des startups qui nous ont présenté les différentes manières de pouvoir économiser de l'eau, etc., etc. Et je pense que la recherche, c'est une vraie opportunité, mais je suis un petit peu longue pour... Jamais trop. Je vous avais dit qu'il fallait du temps pour la recherche. J'ai encore plein d'autres exemples, mais c'est le temps, effectivement. En tout cas, mon message aujourd'hui, c'est de ne pas oublier cette vraie ressource qui est la recherche. Et j'insiste sur un tout petit dernier point, c'est l'aspect pluridisciplinaire de la recherche. Souvent, on regarde qu'un seul côté. Et dans tous les projets que nous, on arrive
à soutenir. On tient à cette pluridisciplinarité et c'est une vraie richesse de ne pas regarder que l'économique, que le social, mais aussi de pouvoir avoir des approches transversales. Merci infiniment, Diane. Alors, on voit bien l'observation, l'évaluation, la mobilisation de la recherche. Tout ça est un moyen de passer de cette connaissance empirique dont témoignent les catalyseurs territoriaux à des compétences stratégiques. Et j'aime bien dire peut-être des marginaux séquents vers des troupes de génie, puisque tout le monde sait que pour pouvoir construire des ponts, il faut du génie, qu'il soit militaire ou civil d'ailleurs. C'est bien connu. Et donc, pour avoir ces talents et ce génie, eh bien, finalement, ces richesses humaines, il faut pouvoir y investir. Et donc, nous poursuivons naturellement notre chemin pour se poser la question du financement de cette ingénierie d'alliance. Élodie Julien, les catalyseurs territoriaux sont les premiers bénéficiaires du fonds ODD17. Plus d'une 50aine d'expérimentations innovantes ont ainsi pu être soutenues au travers de 7 leviers, dont le financement n'est qu'un des 7, bien évidemment. Et vous l'avez d'ailleurs très clairement exprimé lors du dernier webinaire du réseau, qui est à voir en replay, un peu de publicité aussi. Et finalement, la question que je me pose, c'est pourquoi, selon vous, est-il si important d'investir, pas seulement dans l'action, mais aussi dans cette ingénierie? Est-ce que finalement, il ne faut pas que financer de l'action et puis oublier l'investissement dans l'ingénierie? On irait beaucoup plus vite et ce serait beaucoup moins cher. Non, ce ne serait pas possible parce que depuis ce matin, on dit qu'il n'y a pas de projet durable sans ingénierie. Donc, on arriverait vite à une forme d'échec. Donc, pourquoi investir dans l'ingénierie? Pour 3 raisons. La première, c'est, on a dit depuis ce matin, c'est une façon de reconnaître la valeur que crée cette ingénierie. Donc, c'est une façon de reconnaître et donc d'investir, que ce soit financièrement ou sous d'autres formes. Le fait même que des investisseurs sociétaux se penchent sur ces acteurs d'ingénierie, le travail qu'ils font, c'est une façon de reconnaître et de leur permettre de pérenniser leur action. Ensuite, on le dit depuis ce matin, on constate que des démarches collectives se mettent en place en territoire, mais il y a quand même besoin à un moment donné qu'il y ait des acteurs qui gèrent ces interactions, qui vérifient leur cohérence d'ensemble et surtout qu'ils s'assurent que finalement ces interactions génèrent encore plus de valeur. Donc ça, c'est le rôle de l'ingénierie. Et donc investir dans l'ingénierie, c'est aussi une façon, un moyen d'optimiser ou d'accroître la valeur qui est créée. Et puis, dernière raison pour laquelle il faut investir dans l'ingénierie, c'est que on constate que lorsqu'on investit dans cette fameuse ingénierie, en fait, on a à la fois plus de résultats tout en étant plus frugal. Alors au départ, effectivement, l'investissement il est peut-être plus important au départ s'il n'y avait pas d'ingénierie, mais in fine, dont on s'aperçoit, c'est que les projets, finalement, ils vont pouvoir optimiser les moyens qu'ils vont devoir mobiliser et finalement, ils seront plus frugaux. Donc, investir dans cette ingénierie, in fine, ça permet d'être plus frugal dans les moyens que l'on va mobiliser tout au long de la mise en œuvre de ce projet. Voilà pourquoi les 3 raisons qui poussent à investir dans l'ingénierie territoriale. Investir plus pour être plus frugal. Voilà donc un bel objectif et je me tourne naturellement vers vous, Jacques-Emmanuel Saunier. Vous êtes à la Fondation Total Énergie qui finalement est cofondatrice du fonds ODD17. Je rappelle que ce dernier a la confluence de 2 stratégies d'engagement collectif initiées par les acteurs publics et les acteurs privés ensemble. La mission ministérielle d'accélération des alliances stratégiques entre associations, entreprises et collectivités territoriales d'une part, et la création de la Fondation des territoires d'autre part. Alors, finalement, pourquoi ce fonds ODD17 et quelle en est la genèse? Mais en fait, je pense, Charles Benoît, que la genèse, elle est constitutionnellement partie prenante de la vie même de notre entreprise. La co-construction, évoquée par Diane, le faire alliance, qui vous est cher, c'est né avec Total Énergie, voire la Compagnie française des pétroles en 1924. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une entreprise comme la nôtre, elle s'est développée chez les autres et avec les autres. Historiquement, nous sommes un producteur de pétrole et de gaz, et naturellement, producteur de pétrole et de gaz français. Mais la France n'avait pas de ressources naturelles de ce type sur son territoire. Et donc, tout notre développement au cours du XXe siècle sur ces hydrocarbures, puisque l'entreprise aujourd'hui se transforme, mais tout ce développement, il s'est fait chez et avec les autres. Donc forcément dans une logique de co-construction, de dialogue et d'alliance.
C'est encore le cas d'ailleurs, hein, parce que désormais, nous avons des activités qui se sont développées aussi sur le territoire métropolitain ou en Outre-mer. Et là aussi, je peux vous promettre qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez développer une centrale éolienne ou une centrale solaire, eh bien là aussi, il faut dialoguer, co-construire et faire alliance avec les parties prenantes locales. Donc le modèle, il est chevillé au corps dans l'ADN de Total Energy sur la base de ces 100 ans d'histoire. Alors naturellement, forcément, ça a irrigué dans la manière dont notre fondation d'entreprise, qui a 30 ans cette année, la manière dont notre fondation d'entreprise a elle-même construit ces différents partenariats au cours du temps. Et puis quand même, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que quand bien même il y avait une dynamique, en revanche, il y avait un vide à combler dans l'offre de financement de l'ingénierie de l'Alliance. Et que la professionnalisation, les développements des différentes initiatives faisaient qu'à un moment donné, on avait besoin de structuration et qu'il fallait accélérer les alliances stratégiques entre associations. Ça, c'est le mandat à partir duquel, enfin le constat en tout cas, à partir duquel Gabriel Attal vous donne mandat en 2019 et le moment à partir duquel on décide ensemble de s'asseoir autour d'une table et de nouer un partenariat avec le Rameau pour mettre en place ce fonds ODD 17, alors avec des objectifs qui sont, et vous me corrigerez si je me trompe, mais des objectifs qui sont assez simples, au nombre de 6. D'abord, collecter, produire des données territoriales, c'est très important. Évidemment, produire des ressources et des outils. Je pense à des kits pédagogiques ou à des méthodes qui permettent aux uns et aux autres d'avoir des référentiels. Naturellement, dialoguer autour des gouvernances, faire des contributions ou apporter des contributions en matière d'ingénierie pour que les bénéficiaires puissent pérenniser leurs initiatives. Leur permettre également d'accéder à des réseaux de compétences pour eux-mêmes co-construire, naturellement. Et puis, si possible, donner de la visibilité à tout ça. Et donc, c'est la dynamique dans laquelle on s'est engagé ensemble et qui, une fois encore, n'est pas, je le crois, c'est très important. Il y a une expression qui dit que nous sommes toujours des nains sur des épaules de géants. Et je crois que si nous en sommes là, c'est parce qu'effectivement, il y a avant une sédimentation d'histoire, d'alliances et de co-construction qui sont partie liée à l'histoire de notre entreprise. Alors, finalement, depuis 3 ans, enfin depuis 2 ans, pardon, les expérimentations ont été lancées. On en le disait, plus d'une 50aine. Elles sont actuellement en cours d'évaluation. Vous vous étiez donné finalement 2 ans pour justement montrer l'utilité d'investir dans cette ingénierie d'alliance. L'évaluation n'étant pas terminée, on ne peut pas présager de ce qui va en être, mais quels en sont quand même les premiers enseignements? Et finalement, si vous aviez à retenir quelques grandes lignes directrices, quelles seraient-elles? Je vais peut-être poser sur la table déjà ce que nous avons cherché à faire pendant cette période 2020-2022, avec des moyens financiers, naturellement, que nous avons mobilisés, initialement 1,5 million, voilà, qu'on a décidé de mettre sur la table, avec 3 axes principaux. D'abord, la constitution d'un socle commun de connaissances, une sorte de corpus, finalement, susceptible d'être partagé avec celles et ceux qui en avaient l'utilité. Donc c'est de la production d'études, notamment menées par l'Observatoire des partenariats et qui sont consultables, qui sont en libre accès. Et puis la conception, la réalisation et l'animation de la plateforme ODD 17. Donc je dirais ça c'est un peu la bibliothèque, le corpus, ce que les gens trouvent sur étagère et qu'il était important naturellement de constituer. Et puis ensuite, naturellement, des choses très opérationnelles qui se sont passées. Des expérimentations territoriales qui ont été réparties d'ailleurs sur la quasi-intégralité du territoire, on peut le dire, dans les régions métropolitaines. Bon, mais il ne faut pas désespérer. La France a ses outre-mer, et qui en fait répondaient à 4 objectifs principaux où peuvent se répartir entre 4 grandes familles. L'hybridation du modèle social-économique, le renforcement des performances et de l'engagement, et là je pense notamment, je le sais, un exemple qui vous est cher, Charles Benoît, parce que c'est un des premiers que vous avez pris
lorsque j'ai pris mes fonctions et qu'on a échangé pour m'expliquer la dynamique, c'est Percé 3C. Alors en plus, je sais que j'ai salué tout à l'heure son responsable, voilà, qui est au premier rang, Percé 3C, qui a organisé la mutualisation de la gestion de déchets électroniques pour les entreprises du Gâtinais, montargeois. Et donc là, voilà, une expérience autour du renforcement des performances et de l'engagement. Il y a également des expérimentations qui ont tourné autour de la modélisation du déploiement d'innovation sociétale. Et là, je pense à quelque chose qui nous est cher à la Fondation Total Énergie, parce que ça touche au cœur de notre dynamique opérationnelle, c'est-à-dire la jeunesse. Et donc là, je veux prendre comme exemple ce qu'a fait l'association Y Croire Réagir, qui a développé une offre innovante pour un parcours d'insertion professionnelle, ce qui est le fil rouge de la Fondation Total Énergie. Et puis naturellement, puisque là aussi c'est important pour nous, nous avons encouragé et impulsé, c'était l'objectif numéro 4, des dynamiques, des co-constructions territoriales, avec des rencontres, des catalyseurs au niveau tout à fait local. Voilà la deuxième partie de ce qu'on a essayé de faire. Et puis, le corpus, les expérimentations au niveau territorial, et enfin des projets qui permettaient de démontrer à l'échelle nationale cette fois l'efficacité, l'intérêt d'une part et l'efficacité du faire alliance. Et donc là, on a cherché à accélérer des dynamiques qui existaient déjà au niveau national. Et alors, aujourd'hui, quelle est la stratégie que vous souhaitez mettre en place pour poursuivre finalement l'action du fonds ODD17 ? Bien déjà, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert en prenant mes fonctions. Je m'étais occupé par le passé de fondation dans mes différentes fonctions de directeur de la communication. Et puis chez Total Énergie, on avait décidé de mettre ça à part pour ne pas qu'il y ait de confusion et de donner en plein une direction engagement citoyen qui portait ces choses-là. Et donc ce qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai repris la fonction en plein, quittant la direction de la communication, c'est le travail énorme fait par les équipes de Manuel Lepoutre, en tout cas sous son impulsion. Beaucoup d'entre vous la connaissent et je veux saluer à la fois le travail fait par Manuel et par les équipes, qui sont toujours les miennes et je les salue d'ailleurs. Mais au-delà de ça, par la manière dont avait avancé, c'était professionnaliser l'écosystème de l'intérêt général. L'écosystème de l'intérêt général. Et comme vous le dites souvent, Charles Benoît, l'intérêt général à portée de main, d'accord, mais dès lors que quand même il y a derrière des choses qui sont construites, avec de la mesure d'impact. Bon. Et ça, c'est très important. Et donc, je réponds à votre question par ce biais. Ce que nous allons chercher maintenant à faire, c'est bien effectivement à commencer par essayer d'évaluer tout ce que nous avons fait sur la période 2020-2022. Alors, les retours nous paraissent positifs, de manière empirique. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on a des doutes, bien au contraire. Dans certains cas, on a joué le rôle de social risqueur. Dans certains cas, on a joué le rôle d'accélérateur. Mais bref, on va demander à un tiers de venir regarder cela. Et ça, on en est tout à fait ravis. Et à partir de là, et d'ailleurs, nous allons mettre quelques moyens sur la table pour faire cela. Donc, le travail d'évaluation va se poursuivre pour finaliser ça. Ensuite, le sujet, ce serait de modéliser d'un point de vue économique. Là aussi, je pense que c'est particulièrement important. Et donc, il faut qu'on poursuive ce travail. Et puis, ensuite, on va investir également dans des dispositifs communs du faire alliance. Et je veux mentionner, pas uniquement parce qu'il est à cette table, mais la Fondation des territoires, qui pour moi va nous offrir un espace de dialogue important entre les acteurs publics et économiques, mais qui va également outiller les différents chefs de projet d'innovation territoriale. Et je sais que d'ailleurs cet après-midi, à l'ordre du jour d'atelier, vous allez pouvoir aborder ces sujets. Voilà. Donc on est dans cet état d'esprit et ravis à la fois d'avoir impulsé tout cela ensemble, mais aussi d'en tirer les meilleures leçons possibles pour pouvoir continuer à progresser. Ce que je retiens de ce que vous dites, et je pense très important, souvent on se pose la question finalement de la stratégie d'entrée dans un investissement. Comment est-ce qu'on va investir et finalement tout le travail préalable, préparatoire à l'investissement. Là, ce que je retiens de vos propos, c'est la stratégie de sortie. C'est-à-dire que finalement, un investissement d'intérêt général, comment est-ce qu'on peut
sortir, transmettre, partager, et cette triple question d'évaluer, de modéliser, de consolider les dispositifs d'intérêt général pour que finalement ils puissent continuer leur action, fait partie intégrante de l'investissement. Et ce n'est pas un nouvel investissement, il n'y a pas d'investissement durable sans stratégie de sortie. Et je voudrais faire écho, parce qu'en vous entendant, ça me faisait vraiment écho à une conférence que nous avions eue à Convergence en 2015, où était intervenu Louis Schetzer, qui à l'époque était commissaire général à l'investissement. Et Louis Schetzer, malheureusement, avait eu une convocation à l'Assemblée nationale le même jour. Et donc, on avait dû organiser, merci Amélie, comme toujours, on a réussi en 24 heures à organiser un interview filmé du commissaire général et de pouvoir passer un film. Et je vais donc voir le commissaire général, on en discute, et il dit très concrètement, la vidéo est en ligne, un investisseur qui n'investit pas dans l'accompagnement et dans l'évaluation est un mauvais investisseur. Et donc, vraiment, discours extrêmement fort. On coupe les caméras, et là, Louis Schetzer me regarde, me sourit et me dit « Mes chers amis, vous savez comme moi que malheureusement, on ne sait pas faire en France. » Je crois que ce qui est en train de se faire aujourd'hui, à travers le fonds ODD17 et d'autres initiatives, bien évidemment, c'est justement d'apprendre non seulement avoir des stratégies d'entrée dans l'investissement sociétal, mais aussi des stratégies de sortie pour que d'autres puissent s'en saisir, pouvoir continuer éventuellement d'ailleurs, mais que d'autres puissent s'en saisir et pouvoir irriguer plus largement. Et là, ça nous amène bien évidemment à la question des espaces de dialogue entre acteurs publics et privés à l'écoute de la diversité des territoires. Et vous l'avez dit, cher Jacques-Emmanuel, la Fondation des territoires est l'un des 6 dispositifs bénéficiaires de cet investissement en fonds propres que le fonds ODD17 a prévu de faire, à valider lors de son dernier comité de pilotage. Alors, entre parenthèses, le réseau des pionniers des alliances en territoire, nous pourrions le dire aussi, en est un deuxième élément, l'Observatoire des partenariats, la Fondation pour la co-construction du bien commun et bien d'autres. Finalement, je me tourne vers vous, Élodie Julien, mais là, finalement, en tant que cofondatrice au niveau du réseau de cette nouvelle Fondation des territoires qui est née le 14 juin dernier sous l'égide de la Fondation de Lille, après 5 ans de préfiguration. Et je le rappelle que cette initiative avait été impulsée dès le 12 juillet 2018, puisque alors reçue à l'Élysée par la conseillère territoire du président de la République, nous avions évoqué l'idée de lancer une fondation des territoires. Et j'aime à dire que si les Alpha Jets sont passés au-dessus de l'Élysée en sortant avec Élodie, c'était pas du tout pour préparer le 14 juillet, c'était pour déjà fêter la naissance de la Fondation des territoires, 5 ans avant sa fondation officielle. Plus sérieusement, 5 ans de préfiguration parce qu'il était important finalement que ce soit co-construit, et d'ailleurs les 21 cofondateurs incarnent la diversité des acteurs publics, privés, associatifs, entreprises, académiques, pour justement montrer cette envie collective de travailler ensemble. Alors, Élodie Julien, puisque le réseau des catalyseurs territoriaux était un peu coupable de cette naissance de la Fondation des territoires, quel en est donc le programme 2022 pour nourrir très concrètement ces mêmes territoires ? Alors, juste avant de répondre, de rappeler que les acteurs de terrain ont besoin de différents espaces, des espaces de dialogue et de partage, d'espaces d'apprentissage aussi, et de rencontres. Alors effectivement, la Fondation, elle est née officiellement le 14 juin dernier, mais comme vous l'avez dit, elle commence à mettre en place des actions un petit peu avant, et notamment avec le réseau. Alors, on a fait pour 2022, quatre actions à mettre à l'ordre du jour. Une première action qui a déjà été mise en place depuis entre février, avril et juin, ce sont des webinaires avec le réseau, puisqu'on a organisé des temps d'échange sur la charte du Fer Alliance, qui est l'un des premiers actes de la Fondation à avoir co-construit cet outil de dialogue entre partenaires où ils peuvent se mettre d'accord. C'est un cadre de réflexion et de partage sur des principes, les modalités, les moyens qu'ils vont pouvoir mobiliser ensemble pour agir. Et donc cette charte du Fer Alliance, elle a été animée au cours de 3 webinaires pour justement illustrer la façon d'incarner et de mettre en œuvre cet outil de dialogue. Donc ça, c'était la première action.
La deuxième qui répond aux besoins de rencontres et de dialogue, puisque la Fondation va organiser en novembre prochain le 4e dîner entre élus et entreprises. Donc on va vraiment croiser les regards, acteurs publics, acteurs privés, dans le cadre du prochain congrès des maires. Donc c'est fin novembre, je crois, de mémoire. Et puis, on a commencé un tout petit peu à en parler aussi sur la question de l'apprentissage, puisque la Fondation va lancer le programme chef de projet innovation territoriale. Donc ça va se faire à la rentrée. Et c'est issu de 3 ans de recherche-action, notamment avec le fonds ODD17. Et l'objectif de ce programme, c'est justement d'apporter toutes les solutions et toutes les ressources à ces fameux chefs de projet qui se trouvent dans des petits et moyens territoires, qui ont différentes casquettes et qui ont besoin d'être valorisés dans ce qu'ils font au quotidien et puis de permettre à leur écosystème de monter en compétence sur le Faire Alliance. Donc ça, c'est un grand programme qu'on va lancer avec d'autres. Et puis, dernière action de 2022, c'est que la Fondation souhaite analyser et suivre de façon rapprochée la mise en œuvre des contrats de relance et de transition énergétique, avec un objectif de voir comment ces alliances multi-acteurs, ces alliances d'intérêt général vont contribuer au projet de territoire. Et c'est vraiment très important pour la Fondation, puisque ça va prolonger d'une certaine façon tout le travail qui a été réalisé dans le cadre de la feuille de route de la mission ministérielle dont Charles Benoît parlait tout à l'heure, et qui avait mis en évidence la nécessité d'avoir un cadre juridique adapté qui s'est matérialisé par la proposition de loi en février 2021. Donc on a déjà, malgré sa jeunesse presque officielle, on a déjà un programme d'action 2022 qui a démarré en février et qui va s'échelonner tout au long de l'année en cours. Merci Élodie. Alors je ne peux que me tourner vers vous, cher Jean-Paul Delevoye. Vous avez su, au sein du conseil de création de la Fondation, mobiliser 21 cofondateurs et aujourd'hui vous êtes président de cette Fondation des territoires. Alors la question est simple, la réponse un peu moins sans doute, mais pourquoi est-il si urgent d'apprendre à faire alliance et à engager un nouveau dialogue à l'écoute de la diversité et de la pluralité des dynamiques territoriales? Non, merci de m'avoir invité, parce que je voudrais tenter de répondre à la question de Charles Benoît, parce que peut-être en le vivant, vous mesurez l'importance de vos actions, mais le climat dans lequel nous sommes, il faut toujours ne pas céder à la météo du jour et oublier le climat de l'époque. Et l'urgence a tendance à nous imposer un certain nombre de réflexions et de nous faire oublier l'importance. Qui parle aujourd'hui des femmes de l'Afghanistan? Qui parle aujourd'hui de la crise de l'énergie, qui dans moins de 25 ans fait que nous aurons 75% des besoins qui ne seront pas fournis? Nous voyons bien qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je voudrais vous saluer en tant que combattant et de montrer que le combat que vous menez tous les jours est un combat qui ne correspond pas uniquement à la question les moyens d'accélérer ODD 17, c'est comment aussi éviter que certains freinent l'objectif des ODD 17. Nous sommes dans un moment géopolitique absolument fascinant. Toutes les équations politiques sont impossibles à tenir. Toutes. Et que nous sommes donc dans un moment où nous allons devoir besoin de concilier la puissance dans le rapport de force mondial et l'adhésion des populations par la proximité qui est les territoires. Et donc, si vous prenez simplement l'organisation du monde aujourd'hui, M. Poutine est en train d'apporter une accélération à la démondialisation, à la remise en cause de tous les outils de régulation internationaux qui avaient présidé, après la guerre 1945, à la gestion de la paix dans le monde. Et donc nous risquons de voir très fortement avoir des problèmes de rapport de force entre les blocs continentaux. Et l'on voit bien que derrière cela, nous voyons se dessiner 3 grandes idéologies politiques. Le bloc chinois, les BRICS, avec le capitalisme au service d'une dictature. Le bloc américain, avec la disparition de l'État, moins il y a d'État, mieux c'est donc le capitalisme au service d'une élite intellectuelle avec le développement des inégalités. L'Europe a aujourd'hui un rôle extrêmement important
de pouvoir concevoir une nouvelle philosophie politique qui concilie à gérer le bien-être de l'humain et le respect de la nature par un développement économique. Et l'on voit bien que cette exigence politique fait que dans les sociétés rurales du monde aujourd'hui, où la satisfaction de besoins est importante, dans les sociétés industrielles, la gestion des sous-sols et des ressources, nous rentrons dans une société du mal-être dans lequel la notion du bien-être va être importante. Et nous voyons qu'il y a deux grands combats à mener. Le combat contre l'individualisme qui est en train de faire exploser tous les soutiens collectifs. S'il n'y a pas de perception d'un bien commun, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas d'engagement citoyen. Et nous voyons bien qu'aujourd'hui, par une déception dans laquelle on a tous notre part de responsabilité, chacun est en train de cultiver la tentation du repli sur soi, du moi tout de suite, moi l'urgence parce que je ne crois pas au futur. Et donc l'action que vous menez pour redonner du sens au collectif, au fait que la personne ne soit plus consommateur d'un moment mais acteur d'un futur, est quelque chose qui est extrêmement important. Pour reprendre le mot de Frédéric. Ce matin, nous avons absolument besoin de retrouver le sens de l'utopie qui était au cœur de la Renaissance. Et l'utopie, c'est l'optimisme de la volonté. Quand vous ne croyez pas au futur, vous tuez la volonté. Vous consommez le présent. Et pour comprendre le futur, vous êtes obligé de voir confiance en vous, dans un moment où la confiance a disparu chez beaucoup de nos concitoyens. Et le deuxième grand combat de l'individualisme, c'est le combat contre l'ignorance. Aujourd'hui, nous avons quitté l'arrogance du savoir par l'arrogance de l'ignorance. Moins vous savez, plus vous avez de certitude. Et plus vous vous antagonisez contre celles et ceux qui sont sachants. Et pour exister, ne croyant plus à la légitimité du vote et de l'élite politique, je revendique la légitimité de contester toute forme d'autorité. Et si en tant que salarié, vous n'avez pas l'appropriation du bien de votre entreprise, si en tant que citoyen, vous n'avez pas l'appropriation du futur de votre territoire, si en tant que simple enfant, vous n'avez plus l'acceptation de l'autorité parentale, vous vous revendiquez la légitimité du droit de contester cette autorité. Et l'on voit bien que dans un monde d'incertitude, dans un monde où au contraire on nous oblige à gérer le minimum de risques, sinon on a la crainte du procès, comment retrouver le goût de l'aventure, comment retrouver le goût du prise de risque, comment retrouver la gourmandise du futur. Et c'est quelque chose qui est assez fondamental, sinon nous allons avoir une espèce de fossilisation, d'immobilisme et de crainte du futur, et je veux tout garder pour moi. Et nous voyons d'ailleurs en termes d'expression politique, celles et ceux qui cultivent la nostalgie du passé parce qu'ils croient que c'est la clé du futur, et qui donc nous entraînent dans des aventures absolument périlleuses. Et donc je trouve que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de cultiver l'esprit de la Renaissance. La Renaissance était la peste noire, tout était parti. Et la Renaissance était le moment de la créativité, le moment de l'inventivité, le moment de l'utopie, le moment de l'espérance, mais aussi le moment de l'altérité. Et j'aurais aimé savoir dans vos évaluations, peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais dans vos expressions, c'était tout à fait récent. J'ai entendu Luc. Je crois qu'il serait intéressant de voir vous êtes en train de créer une épigénétique qui est en réalité en train de faire ce qui pour moi est le plus précieux. On ne change pas les hommes. Mais si on change leur environnement, on change les individus. Et moi, j'aimerais bien voir le changement que vous avez pu opérer chez les différents acteurs qui collaborent à vos côtés et qui ont changé de culture, qui ont changé de vision, qui ont changé tout simplement parce qu'ils ont appris à partager avec l'autre. La richesse de soi, c'est la rencontre avec l'autre. Et là, vous êtes en train de faire un phénomène sociologique absolument fascinant. Ce que vous disiez tout à l'heure sur le comportement des chefs d'entreprise qui ont changé leur vision et qui se sont rendus compte que ce qu'ils croyaient impossible était à leur portée de main. Eh bien, je crois que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on retrouve, pour combattre cet individualisme, qu'on retrouve pour combattre ce rejet du collectif, qu'on retrouve le moyen que chacun se sente citoyen, donc responsable de l'autre sur son territoire, et qu'il devienne acteur parce qu'on lui aura fait confiance et qu'il acquérera une confiance en lui-même. Et donc je crois qu'au travers de ces combattants que vous êtes, soyez attentifs à ce que vous ne soyez pas uniquement dans la vision positive de ce que vous faites. Vous êtes aussi en train de combattre
les ennemis qui peuvent remettre en cause cette volonté de l'innovation de rupture que vous êtes en train de mettre en œuvre. Et un certain nombre de personnes, et les combats sont très clairs à l'échelon de la planète. Il y a ceux qui croient que l'homme est fait au-dessus de la nature pour dominer la nature et que le progrès corrigera la nature. Il y a ceux qui pensent que l'homme fait partie de la nature et qu'il est donc responsable. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'étais président du CESE, on a demandé à ce que dans les indicateurs de la biodiversité, on puisse tenir compte, pas uniquement du patrimoine de pierre, mais aussi du patrimoine des plantes, des animaux, etc. Et que je crois que dans les indicateurs d'évaluation que vous évoquiez, que Véronique évoquait, je pense qu'il serait intéressant que nous cherchions, au travers de la Fondation et avec vous, quels sont les indicateurs qui permettraient, dans une entreprise, on juge un chef d'entreprise ou la réussite de l'entreprise à son bilan, à son actif et à son passif. Nous n'avons pas aujourd'hui de passifs et d'actifs sur le plan du territoire. Or, si vous entendez vos enfants, en tout cas c'est ce qui se passe chez moi, et mes petits-enfants, ils sont en train, avec raison, de critiquer notre génération sur le passif que nous leur laissons sur les épaules, en termes d'environnement, en termes de dette, en termes etc. Et donc, on voit bien que, à chaque fois que vous faites bouger les choses, que vous améliorez la créativité, ce n'est pas uniquement sur un plan purement financier, purement budgétaire. C'est s'il y a un bien-être, il y a une plus-value collective. S'il y a un enrichissement culturel, s'il y a un enrichissement du savoir par la rencontre, il y a un enrichissement de la prise de responsabilité, il y a donc une plus-value du territoire. Et le dernier point sur lequel je vous aurais insisté, c'est que notre monde, qui est un monde d'incertitude, d'imprévisibilité, d'illisibilité, on a besoin de stabilité. La stabilité se fera évidemment dans le rapport de force par les blocs continentaux, donc l'Europe, qui existera ou n'existera pas. Et elle se fera par la proximité familiale et donc territoriale. Et donc on en a besoin de voir dans vos approches qu'est-ce qui a fait en sorte que vous puissiez dépasser le conflit des égos, le conflit des légitimités. Parce que très souvent, j'ai un débat avec Charles Benoît, c'est qu'on voit bien que faire alliance pour un projet, on voit bien qu'à Nantes, la légitimité des élus s'est vue contestée par la légitimité de certains citoyens qui, au nom d'une parfaite honnêteté l'un et l'autre, estimaient qu'il avait d'un côté une légitimité institutionnelle, de l'autre une légitimité générationnelle. Et quand je vois des jeunes faire des sittings en disant « nous revendiquons le droit de contester parce que les politiques ne s'occupent pas de notre avenir en matière environnementale et que nous estimons que notre avenir est en danger », au nom de quoi pourrions-nous contester leur légitimité si ce n'est qu'au nom d'un ordre et d'une conformité à une norme? Or, c'est ça qui est tout à fait fascinant dans la période dans laquelle nous allons vivre, c'est que nous allons devoir remettre en cause nos façons de penser. Le seul moyen de remettre en cause nos façons de penser, c'est de sortir de l'insouciance dans laquelle nous étions parce que nous faisions partie d'un système dominant ou d'un système dominé. C'était assez simple. Les normes étaient assez... Et on demandait aux gens d'obéir. Maintenant, il faut demander aux gens d'adhérer. Et donc, aux gens d'adhérer, ça veut dire qu'on n'est plus certain de détenir la vérité et que la vérité doit être épurée, confrontée à la vérité des autres. Et que forcément, on est dans un compromis permanent. Quand vous êtes un couple, c'est un compromis permanent. Quand vous êtes sur un territoire, c'est un compromis permanent. Or, nous avons une étape à franchir que vous êtes en train de franchir et dont je pense que vous ne mesurez pas assez l'importance politique que ça représente. C'est que souvent sur les territoires, j'entends des élus dire « Ah, les gens ne viennent plus participer à l'avenir de leur territoire. Ils consomment leur territoire. » Et si vous n'y prenez pas garde, les collectivités locales et l'État deviendront des prestataires de services qui seront jugés en fonction de la qualité des services ou de l'absence de qualité de service. Jamais en fonction de la communauté qu'ils représentent, parce que vous avez choisi de vivre dans une commune. C'est donc une communauté, donc il y a des partages et des biens communs à partager. Et donc on voit bien que, très naturellement, dans la démarche que vous êtes en train de entreprendre, vous êtes en train de réveiller une citoyenneté qui disparaît, et peut-être de redonner un lustre à la politique, comme Véronique le disait, que Véronique disait « moi je peux travailler avec Jean-Paul Delevoye, etc. » Pourquoi ? Parce que la politique, c'est la capacité de dégager un intérêt général en dépassant les intérêts privés. Or, les appareils politiques étaient devenus des outils de carrière politique, de conquête de pouvoir. Le pouvoir ne sert à rien si on n'a pas la promesse du futur. Et donc, je pense que, merci de ces leçons que vous nous donnez.
La Fondation va être très attentive à, comme le disait Élodie, à favoriser le dialogue et le partage d'expériences, de ce qui va et de ce qui ne va pas. On va y aller sur le terrain. Et je suis toujours sensible avec cette expérience du Maroc, où on demande aux Marocains, le roi a demandé à ce que des collectifs citoyens s'approprient le devenir de leur territoire pour pouvoir éventuellement éviter l'immigration. L'on voit bien, cher Jean-François, que la problématique numéro 1 du monde, on a évoqué ça avec Charles Benoît, et peut-être qu'on ira plus loin, la problématique des ODD, c'est d'abord l'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de vie. On voit bien qu'il y a des enjeux fondamentaux, c'est l'eau. Vous évoquiez, je crois, c'était vous, Véronique, ou je ne sais plus, le conflit de l'eau, ça devient un outil de pouvoir. Comment faire en sorte que vous alliez, par la rareté de l'eau, demander à une région qui est orientée sur la maïsiculture de favoriser l'alimentation humaine au détriment de l'alimentation végétale parce qu'il y aura des capacités d'eau inférieures. Impossible sans conflit. Eh bien, impossible n'est pas possible quand on fait alliance. Moi, j'étais médiateur. Médiateur, c'est de trouver le chemin d'une médiation et du possible en définissant d'abord le périmètre des conflits et des oppositions. Et donc, je crois que nous sommes dans un moment où il va falloir très clairement non pas chercher à créer des rapports de force pour justifier que ma survie l'emporte sur la survie de l'autre, mais de dire que l'équation de mon territoire est impossible si on continue comme cela. Comment déterminer le périmètre des conflits potentiels et comment faire en sorte de les transcender en mobilisant la totalité de l'intelligence collective des territoires pour imaginer un futur. C'est le sens de nos responsabilités. J'entends avec vous l'assumer, mais je voudrais vous remercier et ne pas oublier que vous pensiez à chaque fois que vous vous battez seconde par seconde, vous pensez renverser des murs, faire des moulins à vent. Vous êtes des combattants du futur, plus nécessaires que jamais, sinon notre monde risque de basculer dans une atmosphère américaine trumpiste dans lequel, non mais je le dis avec angoisse, dans lequel on va se réfugier dans le rejet de l'autre et non pas l'acceptation de l'autre. Or, l'altérité, la complémentarité, l'adhésion de l'autre à un collectif est un enjeu majeur pour notre civilisation européenne et la France a plus que jamais un rôle à jouer dans cette espérance du futur. Merci. Je rappelle Merci. une phrase, je voulais vous la dire, parce qu'elle est importante au moment où on s'interroge sur l'Europe. J'ai voulu vous citer cette phrase de Jean Monnet, qui, à l'origine de l'Europe, a dit « Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des peuples ». Or, l'âme des peuples est plus en résonance parce qu'ils partagent les mêmes angoisses que les États qui, par définition, ne défendent que des intérêts. Merci beaucoup. Je retiens une chose très importante dans ce que vous avez dit, c'est que on dit souvent, on rappelle d'ailleurs souvent que ce sont les pays du Sud qui ont exigé dans une nuit que le 17e objectif de développement durable soit signé pour savoir comment on allait faire. Et on évoque souvent effectivement que ce 17e objectif est au service des 15 premiers. Les questions très concrètes des défis. Mais on oublie peut-être, ou on avait oublié jusqu'à récemment, qu'il était aussi et peut-être surtout au service du 16e, c'est-à-dire de la paix. Et je pense que c'est important de le rappeler. Merci, cher président, de l'avoir fait, parce que je pense que c'est plus que jamais au cœur de notre sujet. Vous avez évoqué aussi la question de la jeunesse. Et alors ça me permet de faire un petit clin d'œil, puisque nous avons au sein du Rameau voté au Conseil d'orientation et à l'Assemblée générale jeudi dernier notre nouveau projet stratégique qui s'appelle Hyposkesi 2050, c'est-à-dire la promesse en grec. Et cette promesse du Rameau à 2050, elle est assez simple. Elle commence par jeunes et territoires en 2050. Comment nous assurons-nous dès aujourd'hui que les jeunes d'aujourd'hui seront très heureux et très fiers de transmettre dans 28 ans à la génération suivante ce que nous aurons construit avec eux? Et je pense que c'est un véritable objectif. En tous les cas, c'est l'enjeu stratégique que le Rameau s'est fixé pour les 5 prochaines années. Et je suis heureux d'en faire un petit clin d'œil grâce à votre intervention, cher Jean-Paul. Alors, merci à tous les 4 pour ces témoignages absolument passionnants de l'articulation entre le premier kilomètre des besoins et le dernier kilomètre des solutions, puisque nous voyons
que c'est là le cœur du sujet. Et vous savez que, tel que le rappelait Jean-Paul Delevoye, la gourmandise fait partie de nos sujets majeurs. Et la gourmandise, c'est d'avoir des invités d'honneur qui n'étaient pas prévus et que vous allez découvrir. Et alors, non, mais pas trop vite. Pas trop vite. Pas trop vite. C'est un immense honneur pour moi de conclure cette journée avec un personnage, il faut bien le dire, un peu atypique. Parce qu'il est international par nature. Quel honneur d'avoir un ambassadeur des Nations Unies avec nous aujourd'hui. Et il est digital par essence, puisqu'il s'agit du premier et unique ambassadeur digital des Nations Unies à ce jour. Depuis 2015, son rôle est notamment de promouvoir les objectifs de développement durable et d'en accélérer l'appropriation. Et sans doute, vous l'avez repéré parce que, comme aime à le rappeler la représentante des Nations Unies en France, il a 2 très gros avantages que le secrétaire national des Nations Unies lui reconnaît et j'allais dire, apprécie en lui. Le premier, et il n'est pas neutre après ce qu'on vient de se dire, il sourit. Et oui, nous pouvons assurer une transition heureuse. Et nous allons le faire d'ici 2030 et bien au-delà. Mais le deuxième, et c'est peut-être un avantage encore plus grand, certains mettraient 3 petits points, surtout pour vous, c'est qu'il ne parle pas. Et donc, il est universel. Et j'ai l'immense honneur et privilège d'accueillir donc à mes côtés Elix, cette fois-ci l'ambassadeur digital des Nations Unies. Et comme il ne parle pas, il est difficile pour lui de dire sa joie d'être avec nous. Et donc, j'ai l'immense plaisir d'appeler à mes côtés Yacine Al-Kassi, qui est son père fondateur, le stylo qu'il a inventé, l'Oculus qui le manie tous les jours. Merci infiniment d'être avec nous. Merci à cet ambassadeur des Nations Unies de nous faire l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Je crois que le micro fonctionne. Merci Charles Benoît. Effectivement, il a été dit ce matin qu'un catalyseur est le maillon polyglotte du lien entre tous. Et c'est exactement parmi toutes les langues qu'on peut parler, peut-être que la plus efficace, celle qui permet de parler à tout le monde, c'est le langage non verbal. Et Elix est né de ça, en fait. Il est né à l'avènement des réseaux sociaux, dans cette idée qu'on allait ouvrir un dialogue mondial par le biais du digital, par le biais de cette conversation et d'Internet. Le dessin est un outil de langage qui permet de s'adresser à tout le monde, pas forcément d'être compris, et on l'a vu dans des heures sombres et dramatiques de notre pays, mais qui peut également être un levier de dialogue. Et c'est ce que Elix a arboré avec son sourire, avec son style simple, et également le fait qu'il ne soit ni genré, ni marqué culturellement. Et c'est comme ça qu'effectivement, de fil en aiguille, et je le fais très court parce que le temps est court et que vous avez faim, on a tous faim, il est devenu en 2015 ambassadeur digital des Nations Unies, ça a été rappelé. Et depuis 2018, avec Adeline Pilon, qui en est devenue la présidente, nous avons créé la Fondation Elix, donc qui œuvre effectivement pour les objectifs de développement durable, aussi bien en termes de plaidoyer que de pédagogie, d'outils pédagogiques. On a travaillé avec la plupart d'entre vous dans la salle, que vous le sachiez ou non. Elix est même passé dans des slides ce matin. Et notamment, un de nos faits d'armes récemment, ça a été le colloque de rentrée de l'Assemblée nationale l'année dernière, sous le signe des objectifs de développement durable, avec cette exposition qui était la première expo à l'Assemblée depuis 10 ans, la précédente étant sur Charles de Gaulle. Donc on a fait ce saut quantique de Gaulle aux ODD, et effectivement ce sourire qui nous permet d'aborder 2030 avec optimisme, et je vous dirai peut-être pourquoi plus tard. Merci infiniment. Alors, merci vraiment. Merci à vous tous pour vos témoignages. Il me revient de conclure la partie numérique,
Merci à tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Nous étions vraiment très heureux de vous avoir avec nous. Merci bien évidemment à tous les partenaires et témoins qui ont rendu possible cette matinée. Nous vous souhaitons à tous un très bon appétit et il est dommage que nous ne puissions pas adresser du champagne encore en ligne, mais nous y travaillons. Peut-être que Elix nous y aidera. En tous les cas, merci à vous de nous avoir suivis en ligne et à très bientôt. Au revoir. Merci.